Je m'appelle Élise Marchand. J'ai 46 ans et je suis debout dans mon allée avec ma clé dans la main, en train d'écouter une serrure qui a été changée sans ma permission sur une porte qui porte mon nom dans l'acte de propriété derrière elle. J'aurais voulu vous dire que j'ai crié, que j'ai frappé cette porte à 2 poings, ou que j'ai appelé Corinne depuis le perron devant les voisins, ou que j'ai trouvé les mots si précis et si définitifs que Gérard Fauvel n'aurait eu d'autre choix que de s'écarter. Mais ce que j'ai fait en réalité, c'est rester là pendant 63 secondes. Je les ai comptées plus tard. Je suis revenue sur cet après-midi seconde par seconde dans ma tête, et j'en ai compté 63 pendant lesquelles je me suis simplement tenue sur mon propre perron sans pouvoir bouger. 63 secondes. C'est long quand on essaie de comprendre quelque chose que le corps sait déjà. Je vais vous raconter comment j'en suis arrivée là. Je vais tout vous raconter. Les 5 ans, le ticket de loterie, le dossier que Gérard a brandi comme une preuve, et la seule chose que j'avais dans le coffre de ma voiture, à laquelle il n'avait jamais pensé à s'intéresser. Mais avant, j'ai besoin de vous poser une question. Si vous avez déjà ouvert votre porte à quelqu'un parce que vous l'aimiez, et regardez cette générosité devenir tranquillement l'architecture de votre propre problème, restez avec moi. Appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous pour ne manquer aucune partie de cette histoire et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la bonté ne fait pas de vous quelqu'un de stupide. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est là où vous êtes. J'aime savoir qui est de l'autre côté. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début. J'ai grandi à Périgueux, en Dordogne, dans une maison qui m'a appris 2 choses avant que j'aie l'âge de choisir si je voulais les apprendre. La première, c'est que le besoin se gère en silence. On ne le met pas en scène, on ne l'explique pas, et on ne le laisse surtout pas devenir le fardeau de quelqu'un d'autre. Ma mère Jacqueline travaillait à mi-temps dans une pharmacie sur le cours Montaigne depuis 20 ans. Mon père Bernard faisait de la maçonnerie. Il réparait ce qu'on lui apportait. Il ne se plaignait jamais, même les années où ça ne suffisait pas tout à fait. J'étais la 3e d'une fratrie de 4, ce qui voulait dire que j'avais compris l'arithmétique d'un foyer avant de comprendre les fractions. On regarde ce qu'il y a. On le divise. On ne prend pas plus que sa part. Surtout, on ne prend pas plus que sa part. La deuxième chose que cette maison m'a apprise, c'est ce que ça fait de regarder quelqu'un absorber ce qui aurait dû être à vous. Pas de façon dramatique, pas d'une façon que quiconque appellerait injuste si vous en parliez à table. Juste la petite arithmétique constante d'une famille où un enfant est supposé capable et un autre supposé fragile, et où ces suppositions, avec les années, deviennent de la gravité. J'étais la capable. J'ai appris à en faire quelque chose. À 11 ans, je pouvais calculer le budget de la maison de tête. À 16 ans, c'était moi qui parlais aux propriétaires quand mes parents ne pouvaient pas. L'année de mes 9 ans, mon père a perdu un chantier important à cause d'une facture mal classée, un papier introuvable dans un litige avec un client. Je l'ai regardé chercher dans des cartons pendant une nuit entière. Il a trouvé le document le lendemain matin, trop tard. Ce soir-là, j'ai décidé que je ne perdrais jamais rien d'important par désorganisation. C'est la promesse la plus silencieuse que j'ai jamais faite. Mais c'est aussi la plus tenue. J'ai gardé cette promesse. Ça m'a pris plus longtemps que prévu et ça m'a coûté plus que ce que j'avais calculé, mais je l'ai gardé. J'ai fait un BTS Comptabilité-Gestion à Bordeaux, que j'ai en partie financé en travaillant le week-end dans une épicerie fine au Chartron. J'ai terminé major de promo. J'ai passé les 4 années suivantes à rembourser mes emprunts étudiants en mensualités supplémentaires pendant que mes collègues partaient en vacances aux Canaries. À 31 ans, j'étais libérée de toute dette. À 33, j'ai épousé Thomas Marchand, discret, stable, quelqu'un qui me regardait, j'ai toujours pensé, avec le soulagement de quelqu'un qui a trouvé une personne qui n'a pas besoin d'être gérée. Il était conducteur de travaux. Il était bon dans son métier. On n'était pas riche, on était solide.
On a acheté la maison ensemble. Une maison de bourg à Libourne, rien d'exceptionnel, avec un jardin qui demandait du travail et une cuisine qui demandait une nouvelle installation, les deux qu'on a faites nous-mêmes sur 2 étés. Quand Thomas est mort à 39 ans, une rupture d'anévrisme un mardi matin, j'ai soldé ce qui restait du crédit avec l'assurance vie et je me suis assise à la table de la cuisine pendant 3 jours en me demandant ce que j'étais censée faire du reste de ma vie. Mais la maison était à moi, payée. Mon nom sur l'acte, ce n'était pas rien. C'était la promesse que j'avais faite à la petite fille de 9 ans qui regardait son père chercher dans des cartons. Si vous avez déjà fait une promesse aussi silencieuse que celle-là, et dû la tenir à travers quelque chose d'aussi difficile, je crois que vous savez exactement ce que je veux dire quand je dis que cette maison n'était pas juste une maison. Et si vous venez de rejoindre cette histoire et que quelque chose dans ça vous semble déjà familier, prenez un instant et appuyez sur j'aime, abonnez-vous pour avoir chaque partie et partagez-la avec quelqu'un qui tient une promesse silencieuse. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, je lis tout. Maintenant, laissez-moi continuer, parce que c'est là que ça se complique. 14 mois après l'enterrement de Thomas, son frère cadet Gérard m'a appelé. Lui, sa femme Nathalie et leur fils Kevin, 31 ans, encore en train de se chercher, une expression qui était en circulation depuis à peu près 6 ans, n'avaient plus d'issue. La franchise de restauration que Gérard avait essayé de lancer avait coulé. Leur bail était arrivé à terme. Nathalie était entre 2 emplois depuis que la pharmacie où elle travaillait avait fermé. Il n'avait nulle part où aller. Gérard me l'a dit simplement. « On n'a plus d'autre endroit, Élise. » J'ai dit oui. Je veux être honnête sur les raisons. J'ai dit oui parce que Thomas l'aurait voulu, ce qui était vrai. J'ai dit oui parce que j'étais seule d'une façon que je n'avais pas encore nommée, ce qui était aussi vrai. Et j'ai dit oui parce que je suis la personne qui dit oui. Je suis cette personne depuis mes 9 ans et j'en ai fait une telle vertu que je ne voyais plus ce que c'était aussi. Une habitude, un réflexe, une porte que je laissais ouverte non pas toujours parce que je le choisissais, mais parce que je n'avais jamais appris à la fermer. Ils ont emménagé un jeudi. Ils avaient une camionnette, la clé d'un box de stockage et un plan qui, je le comprends maintenant, n'a jamais été aussi temporaire que le mot le laissait entendre. Les premiers mois se sont bien passés. Nathalie cuisinait de temps en temps. Gérard a réparé une gouttière qui me préoccupait depuis l'automne. Kevin rentrait tard, mais ne se mettait pas dans mes pattes. J'ai dit à Corinne, elle est avocate à Bordeaux, elle est mon amie depuis 22 ans, que ça fonctionnait. Elle a hoché la tête de la façon dont elle le fait quand elle n'est pas d'accord, mais respecte votre droit de le découvrir par vous-même. J'aurais dû faire plus attention à ce hochement de tête. À la 2e année, l'arrangement avait pris une forme qui n'était plus temporaire. Gérard et Nathalie avaient investi la chambre principale, celle que j'avais quittée après la mort de Thomas, parce que je n'arrivais plus à y dormir seule. Je m'étais installée dans l'ancien bureau de Thomas, au bout du couloir, la petite pièce, et je me disais que c'était bien ainsi, parce que je partais tôt et rentrais tard, et que je n'avais pas besoin de l'espace. Les factures étaient à mon nom, la maison était à mon nom. Je ne leur avais jamais demandé 1 euro de loyer, parce qu'ils n'en avaient pas un à donner, et je n'étais pas capable d'être cette personne-là. La 3e année, j'ai remarqué que Gérard avait un nouvel ordinateur portable. La 4e, je l'ai entendu au téléphone, un fragment, rien que je pouvais déchiffrer. Parler de persévérance, de « quand ça rentrera ». Je l'ai classé dans un coin de ma tête et je suis retournée à mon tableur. J'aurais dû ouvrir un nouvel onglet. La chose avec les gens qui réécrivent lentement l'histoire de votre générosité, c'est que ça ne se passe pas en un seul moment qu'on peut montrer du doigt. Ça se passe par incréments. Un commentaire ici, un réaménagement là. La façon dont Gérard s'est mis à parler de la maison comme de « la baraque », pas ma baraque, pas la baraque d'Élise, juste « la baraque », comme si c'était un endroit neutre qui nous contenait tous de façon égale. La façon dont Nathalie a repeint la chambre principale sans me demander, une terracotta qu'elle avait vue dans un magazine,
une couleur que je n'aurais jamais choisie, et ne m'en a parlé qu'après, de cette façon désinvolte qu'on a pour mentionner quelque chose qui n'a jamais été la décision de quelqu'un d'autre à prendre. Je remarquais ces choses. Je suis responsable comptable. Je remarque les écarts. Mais j'avais construit un dossier intérieur si complet qui expliquait pourquoi ces choses étaient sans importance que je n'avais nulle part où mettre ce que je remarquais. Alors je le gardais dans un fichier que je n'ouvrais pas. Ce que je ne savais pas, ce que je n'avais aucun moyen de savoir, c'est que Gérard achetait des tickets de grattage FDJ depuis 6 ans. Pas occasionnellement, systématiquement. 80 € par semaine, chaque semaine, à la même maison de la presse, sur le cours de l'Isère, celle avec le présentoir de carte postale à l'entrée, qu'il contournait toujours en rentrant. Il avait une méthode, il avait un journal. Il avait, je l'ai appris plus tard, une heure précise de la journée qu'il croyait plus favorable que les autres, ce qui n'est pas ainsi que fonctionne la probabilité, mais qui vous dit quelque chose sur la forme particulière de son espoir. Un samedi de février, pendant que j'étais chez ma sœur Valérie à Lyon pour son pot-au-feu du 2e samedi du mois, elle le fait depuis la mort de Thomas, parce que certaines routines sont la seule façon de rendre le deuil quelque chose qu'on peut mettre dans un agenda, Gérard a pris l'autoroute jusqu'au centre de remboursement FDJ de Mérignac et a encaissé un ticket banco d'une valeur d'1 400 000 €, en capital, après prélèvement. Il est resté assis dans la voiture avec Nathalie pendant 40 minutes avant de rentrer. Elle me l'a dit plus tard, bien plus tard, dans un contexte que je n'attendais pas. Elle a dit qu'il n'a rien dit pendant les 20 premières minutes. Il tenait juste le bordereau et regardait le tableau de bord. Et puis il a dit « Maintenant, on peut faire les choses bien ». Elle m'a dit qu'elle a su immédiatement ce qu'il voulait dire. Et elle m'a dit qu'elle ne lui a pas demandé de le formuler autrement. Je veux m'arrêter ici parce que c'est la partie de l'histoire où je crois que vous comprenez quelque chose que je n'ai compris que bien plus tard, à savoir que Nathalie savait. Elle savait ce que « faire les choses bien » signifiait. Elle avait entendu la version de cette histoire qui vivait dans leur chambre la nuit, celle qui disait que la maison de famille ne devrait pas appartenir à une veuve qui n'était même pas du sang Fauvel, celle qui disait que Thomas avait toujours eu plus que sa part, celle qui s'était construite sous pression pendant des années et des années, derrière les murs terracotta qu'elle avait choisis sans me demander. Elle savait. Elle est rentrée et elle a commencé à faire des cartons en silence. Je pense souvent à ça, à la texture précise de ce silence. Parce que si vous avez déjà fait assez confiance à quelqu'un pour lui ouvrir votre maison, si vous avez jamais été la personne qui dit oui quand il aurait été plus simple et plus raisonnable de dire non, vous savez que le silence de quelqu'un qui savait est une blessure différente de l'acte de celui qui a fait. C'est plus solitaire, ça vit dans une autre pièce. Gérard a passé la semaine suivante au téléphone. J'étais au travail. Je commence à 7h30, je pars à 17h30, parfois 18h, et je déjeune à mon bureau parce que les rapports de rapprochement ne se finissent pas seuls, et que personne ne va voir l'erreur dans le compte fournisseur 4471 si ce n'est pas moi. Pendant que je faisais ça, Gérard a contacté un serrurier. En liquide. Il ne lui a donné l'adresse que le matin même. Il a pris rendez-vous pour un vendredi après-midi, en sachant que je ne rentrerai pas avant 18h. Il est aussi retourné cette semaine-là au café où il parlait régulièrement à un homme. Je ne vais pas lui donner de nom, parce qu'il n'en mérite pas dans cette histoire. Un ancien notaire auxiliaire à la retraite, qui avait été mêlé à un litige immobilier dans sa jeunesse, et se prenait depuis pour un expert en droit de la propriété. Cet homme a expliqué à Gérard, avec beaucoup d'assurance, que parce qu'il avait habité dans le bien pendant 5 ans et réalisé ce qu'il appelait des améliorations, il avait une revendication légitime. Quelque chose qui s'appelle la prescription acquisitive. Il a dit ça comme si c'était une clé. Gérard l'a cru. J'ai passé du temps à être en colère contre ça, et j'ai aussi passé du temps à le comprendre. Gérard avait besoin de le croire. Si ce qu'il faisait était du vol, il était quelqu'un de mauvais. Si ce qu'il faisait était de récupérer quelque chose qui lui revenait de droit,
il était le protagoniste. Il a choisi la version qui lui permettait de dormir. Il a fait un dossier. Il a listé chaque réparation qu'il avait jamais touchée. La gouttière, le joint de la fenêtre de salle de bain, la chambre que Nathalie avait repeinte sans me prévenir. Il a pris des photos. Il a tout noté dans son écriture appliquée et il a mis tout ça dans une chemise cartonnée et il a cru, sincèrement cru, que ça représentait quelque chose de juridiquement valable. Il y a quelque chose de presque insupportable dans le fait de regarder quelqu'un construire une justification aussi précise. Pas parce qu'elle a fonctionné, parce que ça vous dit depuis combien de temps il la construisait. Le vendredi, il a appelé Kevin le matin pour lui dire d'être à la maison pour 15 heures. Il ne lui a pas dit pourquoi avant que Kevin soit déjà là. Je l'ai appris de Kevin, plus tard, et ça compte, parce que le visage de Kevin, quand le serrurier est arrivé, était le visage de quelqu'un qui n'avait pas signé pour ça. Il est resté dans le couloir, les bras croisés, sans regarder la porte d'entrée et sans dire un mot. Il n'était pas innocent. Mais il n'était pas le moteur de tout ça non plus. Je suis arrivée dans mon allée à 17h47. C'était une fin d'après-midi claire de février, encore lumineuse, le genre de lumière d'hiver qui fait des promesses que la saison n'a pas encore tout à fait tenues. J'avais mon sac de travail sur le siège passager et la radio diffusait quelque chose que je n'écoutais pas, et je pensais au rapprochement fournisseur que j'avais laissé inachevé et si j'avais éteint la cafetière ce matin. J'ai mis ma clé dans la serrure. Elle n'a pas tourné. J'ai réessayé. Lentement, comme on le fait quand on croit avoir fait une erreur. Rien. Je me suis arrêtée un instant, à regarder la clé, de la façon dont on regarde quelque chose d'ordinaire qui a cessé de se comporter normalement. Et j'ai vérifié le numéro sur la maison. Oui, c'est ma maison. Oui, c'est ma clé. Oui, j'habite ici depuis 9 ans et je sais ce que cette serrure fait. Et puis la porte s'est ouverte de l'intérieur. Gérard était là, dans un jean neuf et une chemise blanche boutonnée, et des chaussures si propres qu'elles avaient encore la forme de la boîte. Derrière lui, Nathalie dans son chemisier fleuri et ses sandales neuves, et les yeux baissés vers le sol. Il avait répété ce qu'il allait dire. Je l'entendais dans le rythme de sa voix. « Il faut qu'on parle, a-t-il dit, de la question du bien. » Je l'ai regardé. J'ai regardé Nathalie. J'ai regardé la porte de la maison où je m'étais assise à la table de cuisine pendant 3 jours après la mort de Thomas, en essayant de comprendre ce que j'étais censée faire du reste de ma vie. « Gérard, j'ai dit, c'est ma maison. » Il a dit, Thomas y a mis de l'argent lui aussi. J'ai dit, Thomas me l'a laissé. Il a levé la chemise cartonnée. J'ai ressenti quelque chose que j'avais ressenti une seule fois auparavant, à 9 ans, à Périgueux, en regardant mon père chercher dans des cartons pendant une nuit entière. Pas de la panique. Quelque chose de plus vieux et de plus calme que la panique. Le sentiment précis de comprendre que le sol sur lequel on se tient a toujours été moins stable qu'on le croyait, et qu'il va falloir être très calme sur ce qui se passe ensuite. J'ai dit, je vais passer un appel. Je suis retournée à ma voiture. J'ai posé mon sac sur le siège passager. Je me suis assise un instant avec les 2 mains sur le volant. Et puis j'ai appelé Corinne. Corinne a décroché à la 2e sonnerie. Elle décroche toujours à la 2e, pas à la 1re, parce qu'elle n'est jamais prise au dépourvu, et pas à la 3e, parce qu'elle ne vous fait pas attendre. J'ai dit, Gérard a changé les serrures de ma maison. Il y a eu un silence. Pas long. Le genre de silence qui signifie que quelqu'un organise ce qu'il sait déjà dans l'ordre où ça doit sortir. « Tu es dans la maison ?» elle a dit. « Non, je suis dans ma voiture, dans l'allée. »« D'accord. Tu es blessé ?»« Non. »« Bien. » Je l'entendais déjà bouger. Une chaise, une porte. « Élise, écoute-moi. Tu es propriétaire de cette maison en pleine propriété. Elle est à ton nom uniquement.
Il n'y a pas de copropriété, pas de droit de succession entre époux à invoquer pour lui, rien. La prescription acquisitive en droit français exige 30 ans d'occupation continue, paisible, publique et non équivoque. Pas 5, 30. Et elle ne peut pas s'appliquer quand le véritable propriétaire occupe le bien, ce que tu faisais, ce que tu fais. Il n'a aucun argument juridique. Ce qu'il a fait en changeant cette serrure est une violation de domicile, une infraction pénale. Est-ce que tu as ton acte de propriété ? J'ai dit, j'en ai un exemplaire dans le coffre de ma voiture. Il y a eu un moment de silence que j'ai compris, même à cet instant, comme quelque chose d'assez proche de l'amour. Évidemment, elle a dit, appelle la gendarmerie, le numéro non urgent. Dis-leur qu'on t'a exclu de ta propre propriété. Je suis là dans 45 minutes. Je veux m'arrêter ici un instant, parce qu'il y a quelque chose que je dois vous expliquer sur le coffre de ma voiture et sur la raison pour laquelle l'acte s'y trouvait. Quand j'avais 9 ans et que mon père a perdu ce chantier à cause d'un papier introuvable, la chose qui a le plus abîmé ma mère, plus que le litige lui-même, plus que les semaines qui ont suivi, c'est qu'ils n'arrivaient pas à retrouver leur copie du bon de commande original. Ils savaient qu'ils avaient respecté les termes du contrat. Ils savaient qu'ils avaient des droits. Ils ne pouvaient pas le prouver assez vite, et au moment où ils ont retrouvé le papier, ça n'avait plus d'importance. J'ai regardé ça. J'avais 9 ans, et j'ai regardé mon père perdre quelque chose qui lui était dû parce qu'il ne pouvait pas produire le document à temps. Alors, quand j'ai soldé cette maison, le matin où le crédit immobilier m'a envoyé la confirmation de la main levée, le matin où je me suis assise à la table de cuisine seule parce que Thomas était mort depuis 4 mois, j'ai fait 2 copies de l'acte de propriété. J'en ai mis un dans une boîte à documents ignifugée dans mon placard. J'en ai mis un autre dans une pochette ignifugée dans le coffre de ma voiture. Je me suis dit que c'était juste être organisé. Ce n'était pas juste être organisé. C'était la petite fille de 9 ans en moi qui attendait depuis 37 ans d'avoir quelque chose qu'elle pourrait prouver. J'ai appelé la gendarmerie. Je leur ai expliqué la situation en 4 phrases. Le standardiste m'a demandé si quelqu'un me menaçait physiquement. J'ai dit non. Il m'a dit qu'une patrouille passerait dans l'heure. 2 gendarmes sont arrivés en 19 minutes. Je les ai rejoints dans l'allée et j'ai tendu mon acte de propriété au premier avant qu'il ait fini de se présenter. Il l'a regardé, a regardé la maison, m'a regardé et a dit « Vous êtes bien propriétaire de ce bien ?» J'ai dit « Oui ». Il a dit « On va aller sonner ». Gérard a ouvert la porte comme s'il attendait une issue différente. Il avait sa chemise cartonnée à la main. Il la tenait en l'air. Le gendarme, patient, sans se presser, de la façon dont les gens qui ont tout vu se déplacent sans se presser, a pris la chemise, a lu la première page, a tourné à la deuxième et l'a rendue. « Monsieur, » il a dit, « ce document n'a aucune valeur juridique. » Gérard a dit qu'on lui avait dit qu'il avait des droits. Il a dit 5 ans, des améliorations, la maison de son frère, la famille. Il l'a dit comme on dit les choses quand l'architecture de l'argument s'effondre et qu'on essaie d'en tenir les murs avec les mains. Le gendarme a dit « Vous êtes occupant sans titre ni bail. La propriétaire de ce bien vous demande de quitter les lieux. Je vous demande de rentrer à l'intérieur pendant qu'on l'aide à reprendre possession de son domicile. » Gérard m'a regardé alors. Pas avec de la colère, avec quelque chose de plus compliqué que de la colère. Avec l'expression d'un homme qui a joué une scène dans sa tête tellement de fois que la scène réelle, arrivant différemment de ce qu'il avait prévu, ne rentre pas dans le cadre. Il m'a regardé comme on regarde quelqu'un quand on réalise que l'histoire qu'on s'était racontée sur cette personne manquait quelque chose d'essentiel. Il s'est écarté. Il nous a laissés entrer. J'ai traversé ma propre porte d'entrée avec un gendarme de chaque côté et je me suis arrêtée dans ma cuisine et j'ai posé la main à plat sur le plan de travail. Celui que Thomas et moi avions posé un samedi d'octobre, celui avec le petit éclat près de l'évier
où j'avais laissé tomber une cocotte en fonte. Et j'ai respiré. Et voilà ce que je veux que vous gardiez, parce que c'est la partie qui m'a défaite d'une façon que le changement de serrure lui-même n'avait pas réussi à faire. La maison sentait pareil. Après 50 d'autres personnes qui y vivaient, après la cuisine de Nathalie et le café de Gérard, et le désordre discret de Kevin, la maison sentait encore comme la mienne. Comme le parquet que j'avais rénové l'été après la mort de Thomas, et la bougie que j'allume le dimanche soir, et quelque chose en dessous de tout ça que je ne savais pas nommer, mais que je reconnaissais comme on reconnaît une voix avant de mettre un visage dessus. Elle sentait encore comme la mienne. Ils avaient changé la serrure, et repeint la chambre, et réorganisé le salon, et déplacé le fauteuil de ma grand-mère dans le coin où la lumière n'arrive pas, et elle sentait encore, en dessous de tout ça, comme la mienne. Si ça vous a atteint quelque part où vous ne vous y attendiez pas, si vous savez ce que c'est que d'avoir quelqu'un essayer d'effacer quelque chose qui a toujours été, irréductiblement, à vous, appuyez sur j'aime. Abonnez-vous pour ne pas manquer la fin. Parce qu'on n'en est pas encore là, et ce qui arrive ensuite est la partie que j'apprends encore à porter. Les gendarmes sont restés pendant que j'appelais Corinne. Elle est arrivée 14 minutes plus tard avec son blazer du bureau, ses lunettes de lecture remontées sur la tête, le téléphone déjà en main. Elle avait rédigé une mise en demeure formelle pour violation de domicile et occupation sans droit ni titre dans la voiture sur le trajet. Elle a photographié les nouvelles serrures. Elle a photographié le chambranle. Elle a photographié le visage de Gérard. Et puis elle a photographié la chemise cartonnée qu'il tenait encore. Et elle a dit « On dépose plainte lundi. Vous avez une action pénale solide et une action civile encore plus solide par-dessus. Violation de domicile, préjudice de jouissance, dommages et intérêts, frais d'avocat. Il vous a rendu service, d'une certaine façon. Il a créé une trace qui se termine à votre acte de propriété. » Gérard se tenait dans le salon pendant que ça se passait. Nathalie était assise sur le canapé qu'elle avait choisi pour une maison qui ne lui appartenait pas. Et j'ai remarqué, je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer, parce que je remarque les choses, qu'elle serrait ses propres mains dans son giron très fort. Pas en train de pleurer. Quelque chose d'adjacent aux larmes qu'elle n'allait pas laisser devenir des larmes. Kevin était dans la chambre du fond avec la porte fermée. Les gendarmes ont informé Gérard que lui et sa famille seraient autorisés à rassembler leurs effets personnels et qu'ils disposaient de 72 heures pour quitter le bien, sous supervision. Gérard a dit qu'il voulait parler à un avocat. Le gendarme a dit que c'était son droit et que le délai restait inchangé. Gérard m'a regardé une dernière fois avant que le gendarme le raccompagne vers le couloir. Et c'est la partie pour laquelle je n'étais pas préparée. La partie qui ne rentre pas proprement dans la version de cette histoire où il est simplement le méchant et moi simplement la lésée. Il m'a regardé et pendant un instant, derrière la confiance répétée et la chemise blanche neuve et l'effondrement complet du dossier juridique qu'il avait construit avec de l'espoir et de mauvais conseils, j'ai vu le frère de Thomas. J'ai vu l'homme qui était venu à l'hôpital ce matin-là et qui était resté 3 heures sans parler et qui m'avait tenu la main sur le parking après et n'avait rien dit parce qu'il n'y avait rien à dire. J'ai vu cette personne-là. Et puis j'ai détourné le regard. C'est la partie de la justice dont personne ne vous parle, qu'elle n'arrive pas propre, qu'on peut avoir entièrement raison et ressentir quand même le poids de la personne en face. Que gagner et faire son deuil peuvent occuper le même moment dans la poitrine sans que l'un annule l'autre. Je suis retournée dans la cuisine et je me suis arrêtée au plan de travail et je me suis laissée ressentir tout ça. La justesse et le deuil et la fatigue, et quelque chose sous la fatigue que je n'identifierai que plus tard, comme le début d'un apaisement. Quelque chose qui avait été maintenu à un certain angle depuis 5 ans et qu'on laissait enfin se reposer. Dehors, il faisait nuit maintenant. La fin d'après-midi de février, qui avait commencé comme une promesse, s'était terminée comme un verdict. Et j'étais debout dans ma cuisine, dans ma maison, avec l'acte de propriété dans la main
et Corinne à côté de moi. C'était suffisant. Pour cette nuit-là, c'était exactement suffisant. Avez-vous jamais fait confiance à quelqu'un avec quelque chose que vous ne pouviez pas reprendre? Votre maison, votre temps, votre patience, et réalisé ensuite qu'ils étaient ailleurs en permanence, en train d'avoir une conversation complètement différente sur vous, à laquelle vous n'aviez jamais été invité? Laissez-le dans les commentaires, je veux savoir. Parce que cette question a habité en moi pendant des mois, et je n'ai pas encore tout à fait trouvé quoi en faire. Les 72 heures ont été silencieuses de la façon dont seules les choses difficiles sont silencieuses. Gérard et Nathalie ont fait leur carton en alternance. Nathalie surtout, parce que Gérard a passé une partie significative de ses 3 jours au téléphone avec l'ancien notaire auxiliaire qui lui avait donné les conseils juridiques, lequel était désormais, m'a-t-on dit, considérablement moins affirmatif qu'il ne l'avait été auparavant. Kevin a fait ses cartons en 40 minutes le premier matin. Il est passé par la cuisine en partant, s'est arrêté et a dit « Je ne savais pas qu'il allait le faire avant que le serrurier soit déjà là. » Je l'ai regardé un moment. J'ai dit « Je sais. » Il a hoché la tête et il est sorti. C'était l'intégralité de cette conversation, et je crois qu'elle avait exactement la taille qu'il fallait pour ce qu'elle était. Le deuxième après-midi, Nathalie est passée dans la cuisine pendant que je faisais du café. J'étais rentrée du travail un peu plus tôt, j'avais déposé la plainte le matin, Corinne avait été extraordinaire, les choses avançaient, et je me tenais au plan de travail, dans le calme particulier de quelqu'un qui est dans sa propre maison et réapprend ce que ça fait. Nathalie s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte. Elle tenait un carton avec les 2 bras, la posture de quelqu'un qui a trop dans les mains pour pouvoir faire autre chose. Elle m'a regardée et elle a dit « Je suis désolée, Élise. » Pas le désolé préparé. Pas le désolé, qui veut dire « Je suis désolée que ça se soit passé comme ça pour nous. » Juste « Je suis désolée. » 2 mots sans architecture derrière eux. Je l'ai regardée. J'ai pensé à 5 ans. J'ai pensé à la chambre qu'elle avait repeinte. J'ai pensé aux 40 minutes qu'elle avait passées dans la voiture avec Gérard devant le centre FDJ de Mérignac sans dire non. J'ai pensé à tout ça et j'ai dit « Je sais que tu l'es. » Pas que c'est bon, pas que je te pardonne, juste « je sais ». Parce que je savais. Et parce que Nathalie allait porter ce qu'elle avait fait bien plus longtemps que n'importe quoi que j'aurais pu dire dans un embrasure de porte. Elle a hoché la tête. Elle est sortie. Ils sont partis le vendredi soir. J'ai traversé la maison seule pour la première fois depuis 5 ans, pièce par pièce. Je ne l'ai pas fait avec cérémonie. J'ai juste marché dans mes propres pièces à mon propre rythme, en touchant les murs à quelques endroits, comme on touche quelque chose pour confirmer qu'il est réel. Le salon, le couloir, le fauteuil de ma grand-mère, que j'ai replacé devant la fenêtre où la lumière de l'après-midi arrive entre 15h et 16h. La chambre principale, qui sentait encore le parfum de Nathalie et que j'ai laissée avec la porte ouverte toute la nuit pour l'aérer. Dans la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait un tableur. Je sais que ça ressemble à une chute de blague. Ce n'est pas une chute de blague. J'ai fait un tableur de chaque facture d'énergie des 5 dernières années, chaque course dont j'avais gardé le ticket, chaque réparation que j'avais payée pendant que 3 adultes supplémentaires vivaient dans ma maison. Pas parce que j'allais en faire quelque chose, mais parce que j'avais besoin de voir le chiffre. J'avais besoin que le nombre existe quelque part, en dehors de mon corps. Le total était plus élevé que je ne m'étais permis de le savoir. L'action civile s'est réglée 6 semaines plus tard. Violation de domicile, préjudice de jouissance, dommages et intérêts. Le maximum prévu par la jurisprudence applicable dans notre situation, 3 000 € plus les frais d'avocat. Ce n'est pas un grand chiffre au regard de ce que j'avais absorbé. Mais Corinne a dit quelque chose quand on a eu le jugement que j'ai gardé. Elle a dit « Le chiffre n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que c'est dans les actes maintenant. Officiellement, légalement, de façon permanente, c'était ta maison, il le savait, et il a changé les serrures quand même. C'est la phrase qui dure. Je l'ai relue 3 fois quand elle me l'a envoyée.
Je l'ai imprimée et mise dans la boîte ignifugée dans mon placard, à côté de l'acte de propriété. Ce qui est arrivé à Gérard et Nathalie ensuite m'est parvenu par morceaux, comme l'information circule toujours dans les familles dispersées, par la personne qui appelle encore, qui dans mon cas était la cousine de Thomas, Marianne, qui n'a jamais pris parti explicitement et qui sait donc tout. Marianne m'a dit, 3 mois plus tard, que Gérard avait pris plusieurs décisions financières importantes dans les semaines suivant le gain de loterie que le conseiller en gestion de patrimoine qu'il avait finalement consulté avait décrite comme, je cite, « ambitieuse pour quelqu'un qui découvre la richesse ». Un projet entrepreneurial qui ne s'était pas matérialisé. Un achat immobilier dans une ville où il ne connaissait personne. Le montant précis de ce qu'il restait du gain de loterie 12 mois plus tard, elle ne savait pas, et je n'ai pas demandé. Je n'ai pas éprouvé de satisfaction en entendant ça. Je veux être honnête là-dessus. J'ai éprouvé quelque chose qui ressemblait davantage à de la reconnaissance. La lassitude particulière de regarder quelqu'un répéter un schéma à une échelle plus grande. Gérard avait toujours cru que le problème était qu'il n'avait pas assez. Ça n'avait jamais été ça. Le problème, c'était ce qu'il faisait avec ce qu'il avait, y compris avec ce que je lui avais donné. L'argent ne change pas cette arithmétique-là. Il la rend juste plus bruyante. Kevin, m'a dit Marianne, avait trouvé un appartement à Bordeaux et un emploi qu'il semblait tenir. J'ai été contente pour lui. J'avais toujours été contente pour Kevin, de la façon simple et nette dont on peut l'être pour quelqu'un qui était surtout un spectateur de sa propre famille. Personne d'autre ne m'a appelé. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas envoyé de message à Gérard ni à Nathalie. Il n'y avait plus rien à dire que le dossier judiciaire n'avait pas dit plus clairement que je n'aurais pu le faire. Je ne suis pas quelqu'un qui a besoin d'avoir le dernier mot. Je suis quelqu'un qui a besoin que le dossier soit exact. Il y avait une chose que j'ai faite. Environ 2 mois après leur départ, j'ai écrit une lettre, pas à Gérard, pas à Nathalie, mais à moi-même. Je fais ça parfois, quand quelque chose s'est passé que je dois comprendre de l'extérieur. J'ai écrit les 5 ans en entier. Pas les griefs, les faits, les dates, les montants, les décisions, les miennes et les leurs. Et à la fin, j'ai écrit une phrase que je n'avais pas prévu d'écrire et qui est sortie si simplement que je ne l'ai presque pas reconnue comme quelque chose d'important. Je n'étais pas naïve. J'étais généreuse. Ce ne sont pas la même chose, et je ne laisserai plus jamais personne, y compris moi-même, les confondre. Je l'ai lu à Corinne au téléphone ce soir-là. Il y a eu un silence, et elle a dit « C'est celle-là ». Juste ça, c'est celle-là. C'est comme ça que j'ai su que c'était vrai. La chambre principale est bleu ardoise maintenant. Je l'ai peinte moi-même un samedi de septembre, les fenêtres ouvertes, une playlist que je construis depuis 2 ans sur l'enceinte dans le coin. Ça a pris presque toute la journée. J'ai refait les boiseries 2 fois parce que la première passe n'était pas juste, et je suis quelqu'un qui refait les boiseries 2 fois quand la première passe n'est pas juste. En fin de soirée, la pièce sentait la peinture fraîche et l'air de septembre, et quelque chose en dessous que j'appellerais la mienne si j'étais le genre de personne à dire ce genre de choses à voix haute. J'y dors maintenant, chaque nuit. Dans la chambre qui porte mon nom, dans la maison qui porte mon nom, dans la vie qui a toujours été, même quand j'oubliais de me comporter comme si c'était le cas, entièrement la mienne. Je m'appelle Élise Marchand. J'ai 46 ans. Et ce que je sais maintenant que je ne savais pas ce vendredi soir de février, quand je me suis tenue sur mon propre perron pendant 63 secondes, c'est que je n'avais jamais vraiment été exclue. Pas vraiment. J'avais l'acte dans le coffre de ma voiture. J'avais le numéro de Corinne dans mon téléphone. J'avais 37 ans de pratique à savoir ce qui était à moi et à pouvoir le prouver. La porte allait toujours s'ouvrir. J'avais juste besoin de 63 secondes pour m'en souvenir. Avant de partir, je veux vous poser une question. Dans votre vie, y a-t-il eu un moment où vous avez réalisé que la chose que quelqu'un a essayé de vous prendre
était exactement la chose qui prouvait qu'il n'avait jamais eu de pouvoir sur vous. Je pense souvent à ça. Je pense à la petite fille de 9 ans qui regardait son père chercher dans des cartons et qui a décidé qu'elle posséderait quelque chose, et à la femme de 46 ans dans l'allée qui le possédait déjà. Laissez votre réponse dans les commentaires. Je les lis tous, et je le pense vraiment. Si cette histoire vous a accompagné, si quelque chose dedans ressemblait à quelque chose que vous portez, appuyez sur j'aime, abonnez-vous pour être là au prochain et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que être la personne qui ouvre la porte ne signifie pas qu'on doit la laisser ouverte pour toujours. Merci d'être là, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt.